Je parie que vous faites toujours la même chose. Vous arrivez au bord de l'eau un dimanche matin. Vous sentez une bonne grosse rafale de vent froid sur votre visage. Et vous vous dites tout de suite, je vais chercher un coin tranquille. Vous marchez des kilomètres avec tout votre matériel, juste pour trouver une petite anse bien abritée. L'eau y est lisse comme un miroir, votre bouchon ne bouge pas d'un millimètre, vous êtes au chaud, tranquille. Mais à la fin de la journée, votre bourriche est vide. Et si je vous disais que votre confort est exactement ce qui ruine votre pêche? Et si je vous prouvais aujourd'hui que le vent de Mars, celui que vous détestez tant, est en réalité votre plus grand allié? Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler va complètement casser tout ce que votre grand-père vous a appris sur la pêche. Je vous garantis qu'après avoir écouté ça, vous ne regarderez plus jamais une journée ventée de la même manière. Dites-moi dans les commentaires, avant de continuer, fuyez-vous le vent ou l'affrontez-vous de face? Pour bien comprendre pourquoi nous faisons tous cette erreur, il faut se pencher sur nos habitudes de pêcheurs. Depuis que nous avons commencé à tenir une canne, on nous a toujours vendu l'image d'Épinal de la pêche. Le calme absolu, le silence, la nature endormie et ce fameux flotteur immobile sur une eau sans une seule ride. C'est beau, c'est poétique, c'est reposant. Et soyons honnêtes, c'est surtout très confortable pour nous. Quand l'eau est calme, on voit la moindre petite touche. On n'a pas froid aux mains. On lance facilement sans emmêler la ligne dans les arbres derrière nous. On a donc pris l'habitude, année après année, de fuir les éléments. Le problème, c'est que nous avons confondu notre confort de pêcheur avec la zone de confort du poisson. En mars, l'eau sort tout juste de l'hiver. Elle est encore froide, souvent très claire, et la vie aquatique tourne au ralenti. Dans ces conditions, chercher le calme plat, c'est chercher le désert. C'est pêcher dans une piscine morte. Les vieux pêcheurs vous diront que le poisson n'aime pas le vent parce qu'il a froid. C'est une absurdité totale. Le poisson vit dans l'eau, il ne ressent pas la bise glaciale qui vous gèle les oreilles. Il réagit à d'autres facteurs, des facteurs de survie que le vent de Mars vient justement bouleverser de la meilleure des manières. Commençons par démonter la plus grande illusion du pêcheur. Imaginez la scène. Il est 7 heures du matin. Vous arrivez au bord de votre lac préféré. Le soleil se lève à peine et l'eau est incroyablement plate. Pas une seule vague. Vous vous asseyez sur votre siège, vous lancez votre ligne et vous attendez. Tout est paisible. Vous buvez votre café en regardant ce miroir d'eau, en pensant que la journée va être parfaite. Mais sous la surface, c'est un cimetière. Rien ne bouge. L'eau stagnante en mars est souvent synonyme de léthargie. Les poissons sont posés sur le fond, ils dorment presque. Ils n'ont aucune raison de s'alimenter activement parce que rien ne les stimule. En choisissant cette baie à l'abri du vent, vous avez choisi l'endroit le moins productif de tout le lac. Vous regardez un désert magnifique. C'est une erreur que j'ai faite pendant des années. Je croyais que le calme attirait les poissons méfiants. En réalité, le calme les rend encore plus méfiants et surtout totalement apathiques. Si vous voulez attraper du poisson en début de saison, il va falloir accepter de quitter ce petit paradis tranquille pour aller chercher les zones de turbulence. Parlons maintenant de ce que fait réellement le vent sous l'eau. Pensez au vent comme à un batteur électrique dans une pâte à gâteau. Après des mois d'hiver rigoureux, l'eau de votre étang ou de votre rivière est souvent appauvrie en oxygène. Les couches d'eau sont figées. Quand le fameux vent de Mars commence à souffler fort, il vient frapper la surface. Ces vagues que vous trouvez si agaçantes pour regarder votre flotteur sont en fait de véritables pompes à oxygène. Elles brassent l'eau, elles font rentrer l'air en profondeur. Et devinez ce qui se passe quand on donne une grosse bouffée d'oxygène à des poissons endormis par le froid? Ils se réveillent. C'est comme le premier café du matin pour vous? L'oxygénation de l'eau agit comme un signal d'alarme naturel qui dit aux poissons « c'est le moment de bouger, c'est le moment de manger ».
J'ai souvent remarqué, lors de sessions opposées, que la première touche intervenait exactement au moment où une grosse rafale venait rider la surface, après un long moment de calme. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la biologie pure et simple. Le vent apporte la vie. Il y a un autre mécanisme fondamental que vous ignorez quand vous vous cachez derrière un bosquet. C'est la chaîne alimentaire. Le vent ne pousse pas seulement de l'eau, il pousse la nourriture. Le phytoplancton, le zooplancton, ces micro-organismes qui sont à la base de tout l'écosystème, dérivent avec les courants créés par le vent. Si le vent souffle pendant 2 ou 3 jours dans la même direction, des millions de ces minuscules particules vont s'accumuler sur la berge opposée. Et que se passe-t-il ensuite? Les petits poissons blancs, les ablettes, les gardons, suivent cette masse de nourriture gratuite. Ils viennent s'agglutiner dans les vagues pour se gaver. Et là où il y a des centaines de petits poissons distraits par leur repas, il y a forcément de gros prédateurs qui rôdent juste derrière. En tournant le dos au vent pour pêcher à l'abri, vous vous privez littéralement de cet immense supermarché aquatique. La prochaine fois que vous arrivez sur un plan d'eau, regardez la direction du vent. Si le vent vous tape en plein visage quand vous êtes sur la berge, vous êtes exactement là où la chaîne alimentaire s'est donné rendez-vous. Continuons sur ce concept de supermarché aquatique, car il est crucial. On appelle souvent ce phénomène l'effet de la soupe. Quand les vagues viennent s'écraser contre une berge, que font-elles? Elles fouillent le fond, elles remuent la boue, le sable, les graviers. Ce brassage mécanique est une aubaine inouïe. Il déloge les vers de vase, les petites larves, les crustacés et tous les insectes aquatiques qui étaient sagement cachés dans les sédiments. La berge battue par les vents se transforme en une véritable soupe nutritive. C'est un buffet à volonté et sans effort pour les poissons fouisseurs comme les carpes, les tanches ou les gros brèmes. Je me souviens d'une sortie en carpodrome au début du printemps. Tout le monde s'était agglutiné sur la berge abritée. Pas une touche de la matinée. Je me suis mis seul sur la berge opposée, là où les vagues cassaient violemment contre la terre. J'avais du mal à lancer. Le vent me rendait fou. Mais j'ai enchaîné les départs. Pourquoi? Parce que mon appât était posé en plein milieu de ce grand brassage naturel. Les poissons étaient éclats, le nez dans la vase remué, en train de faire un festin. Abordons un point psychologique extrêmement important, la discrétion. L'erreur du pêcheur débutant, c'est de croire qu'il est discret parce qu'il ne fait pas de bruit sur sa chaise. Mais sur une eau calme et lisse, vous êtes la chose la plus visible à des kilomètres à la ronde. Votre canne à pêche qui dépasse au-dessus de l'eau, le reflet de vos vêtements, l'ombre de vos bras quand vous lancez, l'impact de votre plomb à la surface de l'eau, dans une eau claire de début mars sans aucune ride. Tout cela terrorise les poissons. Le vent, lui, offre le meilleur camouflage naturel du monde. Les vagues cassent la lumière. Elles brouillent la vision des poissons vers l'extérieur. La surface agitée agit comme un rideau dépoli. Vous pouvez bouger, vous pouvez vous lever, vous pouvez même lancer votre montage un peu lourdement. Le poisson ne verra rien. Il se sentira en sécurité sous ce plafond tumultueux. Pêcher dans le vent, c'est devenir invisible aux yeux de vos proies. Et un poisson qui ne se sent pas observé est un poisson qui engamme l'appât avec beaucoup plus de confiance. C'est un avantage stratégique massif que vous perdez en pêchant dans le calme. Et le camouflage visuel n'est pas le seul atout. Il y a aussi le camouflage sonore. Pensez à vos pas sur la berge, une brindille qui craque sous votre botte, votre boîte de leurre qui tombe par terre, le son de votre moulinet, la tresse qui siffle dans les anneaux. Dans le silence religieux d'une crique abritée, ces petits bruits se propagent dans l'eau à une vitesse folle. Le son voyage 5 fois plus vite sous l'eau que dans l'air. Vous avez beau faire attention, vous faites du bruit. Mais quand le vent souffle à 40 ou 50 km par heure, c'est un autre monde. Le fracas des vagues sur la berge,
le bruit du vent dans les arbres, le ressac de l'eau. C'est un vacarme assourdissant sous la surface. Ce bruit de fond naturel va complètement masquer vos petites maladresses. Le poisson est habitué à ce bruit de fond, il n'en a pas peur. Cela signifie que vous pouvez pêcher beaucoup plus près du bord sans effrayer les bancs de poissons. J'ai souvent vu de très belles prises se faire à moins de 3 mètres de mes bottes, juste dans le bouillon des vagues, là où le poisson ne pouvait ni me voir ni m'entendre à cause du tumulte extérieur. Je sais ce que vous allez dire dans les commentaires. Vous allez m'écrire que pêcher face au vent, c'est l'enfer pour lancer. Et vous avez totalement raison, c'est dur, c'est fatigant, on emmêle parfois sa ligne, on rate la zone d'amorçage. Mais c'est là qu'il faut changer de mentalité. La pêche n'est pas un sport de tout repos si on veut des résultats réguliers. Il faut adapter votre matériel au lieu de baisser les bras. Si le vent souffle fort de face, ne gardez pas votre petit flotteur léger qui pèse 1 gramme. C'est suicidaire. Vous allez passer votre temps à défaire des nœuds. Sortez les gros grammages, passez à 3, 4, voire 5 grammes s'il le faut. Tassez bien votre amorce pour qu'elle puisse percer le vent d'un coup sec. Utilisez un plombage plus groupé près de l'hameçon pour ancrer la ligne. Oui, cela vous demande de refaire vos montages. Oui, cela vous sort de votre routine confortable. Mais une ligne un peu plus lourde, pêchant au cœur de la zone de nourrissage, sera 100 fois plus efficace qu'une ligne parfaitement équilibrée pêchant dans une zone vide. L'adaptation est la clé absolue de la réussite dans ces conditions difficiles. Prenons le cas spécifique de la pêche au leurre pour les amateurs de carnassiers. L'erreur classique quand on pêche le brochet ou le sandre en mars, c'est de chercher à faire des lancers parfaits à très longue distance. Donc on se met le vent dans le dos pour profiter de l'effet catapulte. C'est agréable. Le leurre part loin, on est content. Mais on oublie la mécanique de l'eau. Quand le vent vient de votre dos, il pousse l'eau de surface, et donc la nourriture, vers la rive opposée. Les petits poissons s'éloignent de vous. Les carnassiers aussi. Pêcher avec le vent de dos, c'est pêcher dans le vide. Faites l'effort de vous mettre de l'autre côté. Lancez face au vent, même si vous perdez 10 ou 15 mètres de distance. Vous allez ramener votre leurre dans la zone de turbulence, là où la berge est frappée par les vagues. Le vent va créer des courants de retour sur le fond qui vont donner une nage complètement erratique à votre leurre. Ce mouvement imprévisible, provoqué par les tourbillons naturels, est le déclencheur parfait pour un brochet embusqué qui attend que les proies soient désorientées par la houle. Il y a un autre détail crucial lié à la température au mois de mars. Nous savons tous que l'eau se réchauffe doucement. Le soleil tape sur les premières couches de la surface et fait gagner 1 ou 2 degrés précieux. Que fait le vent avec cette eau légèrement plus chaude? Il la pousse. Il va prendre cette fine couche d'eau réchauffée au soleil et l'accumuler sur la berge exposée. Ce qui veut dire que la berge battue par les vagues n'est pas seulement riche en nourriture, elle est aussi souvent un tout petit peu plus chaude que la baie abritée et ombragée de l'autre côté. Et en mars, une différence d'un seul demi-degré suffit à changer radicalement le comportement des poissons blancs et des carpes. Ils vont instinctivement chercher cette zone de confort thermique. Vous pensiez avoir chaud en vous mettant à l'abri du vent? Le poisson, lui, a trouvé sa chaleur exactement là où le vent a concentré l'eau de surface. C'est fascinant de voir à quel point la logique de l'être humain est souvent l'exact opposé de la logique de la nature. Repensez-y lors de votre prochaine sortie. Comment gérer la dérive quand on pêche au cou dans les vagues? C'est souvent ce qui décourage les pêcheurs. Le bouchon file à toute vitesse à cause du vent et sort de la zone amorcée en 10 secondes. La solution de facilité, c'est de fuir. La solution du bon pêcheur, c'est de bloquer ou de ralentir. Acceptez que votre ligne soit contrainte. Un conseil très simple, rajoutez de la profondeur, traînez sur le fond. Laissez une bonne dizaine de centimètres de bas de ligne frotter le substrat. Mettez un petit plomb de touche qui vient tout juste lécher le fond pour ralentir la course de votre flotteur.
Cette présentation imparfaite, un peu en diagonale, traînant sur le fond, imite parfaitement une larve ou un grain de maïs, emporté naturellement par le courant de fond créé par la houle. Le poisson s'attend à voir la nourriture dérivée. Une èche trop statique dans une eau agitée paraîtrait même suspecte. Laissez le vent travailler pour vous. Laissez-le animer votre ligne au rythme des vagues. C'est cette animation naturelle qui va souvent déclencher la touche foudroyante que vous attendez tant. Et que faire si le vent est vraiment violent, au point qu'il forme des moutons blancs sur l'eau? Faut-il rentrer à la maison? Certainement pas. C'est le moment de sortir la pêche au kiver ou au feeder. C'est la technique reine pour affronter la tempête en mars. Avec un plomb ou une cage feeder posée lourdement sur le fond, la surface de l'eau peut faire ce qu'elle veut. Votre appât restera exactement là où il faut. L'astuce ici, c'est de baisser la pointe de votre canne au maximum. Plongez carrément le sion de votre canne sous l'eau. En faisant cela, vous noyez votre bannière. Votre fil passe sous la zone de turbulence des vagues de surface. Le vent ne pourra plus créer d'arc de cercle dans votre fil et vos touches seront parfaitement visibles sur le sion. J'ai fait des pêches mémorables de brème par un vent à décorner les bœufs, simplement en appliquant cette technique basique. Pendant que les autres pêcheurs rentraient au chaud, frustrés, je remplissais ma bourriche parce que j'avais compris que le chaos de la surface n'affectait en rien le calme relatif du fond de l'eau. Une anecdote me revient en tête. C'était un mois de mars particulièrement maussade. J'étais avec un ami, un pêcheur de la vieille école, très têtu. On arrive sur un étang, le vent souffle fort depuis le nord. Mon ami file directement vers une petite anse entourée de grands sapins. Pas de vent, de l'eau plate, un confort total. Moi, je décide de m'installer en plein sur la digue, exposée au vent de face. Il m'a pris pour un fou. J'avais du mal à lancer mon montage aux méthodes feeder. Je devais tenir ma casquette pour ne pas qu'elle s'envole. Mais l'eau devant moi était de couleur marron, complètement troublée par le brassage des vagues. C'était la fameuse soupe dont je vous parlais tout à l'heure. Résultat des courses à la fin de la journée? Mon ami au chaud n'a pas vu la queue d'un poisson. Son appât reposait sur un fond inerte. Moi, malgré le froid et la galère des lancers, j'ai piqué de superbes carpes qui venaient littéralement se goinfrer dans les 30 centimètres d'eau boueuse au ras de la berge. Cette journée m'a prouvé de manière définitive que l'abri est l'ennemi de la réussite. Parlons maintenant des indicateurs visuels. Quand vous êtes face au vent de Mars, vous devez apprendre à lire l'eau. Observez la surface. Ne regardez pas seulement les grosses vagues. Regardez comment le vent dessine des couloirs sur l'eau. Parfois, vous verrez des zones d'écume, des lignes de mousse qui se forment et qui dérivent. Ces lignes d'écume sont des autoroutes à nourriture. Le vent concentre les insectes morts, les pollens et les particules exactement sur ces lignes. C'est là que vous devez lancer. Si vous pouvez positionner votre flotteur ou votre leurre juste en bordure de ces veines d'écume créées par le vent, vous tapez dans le mille. Les poissons ont très bien compris comment cela fonctionne. Ils se postent juste en dessous de ces lignes de débris flottants et attendent que le repas leur tombe dans la bouche. Dans une zone sans vent, ces lignes nourricières n'existent tout simplement pas. Apprenez à lire les caprices du vent et vous saurez exactement où les poissons se sont rassemblés pour manger. Il y a aussi l'observation de l'environnement au-dessus de l'eau. Les oiseaux aquatiques sont vos meilleurs alliés par temps de grands vents. Les mouettes, les canards, les foulques ne se placent jamais par hasard. Si vous voyez une concentration d'oiseaux qui plongent ou qui fouillent la surface près d'une berge battue par les flots, c'est le signe absolu qu'une masse de nourriture a été poussée à cet endroit par le vent de Mars. Et croyez-moi, ce qui attire les oiseaux en surface attire obligatoirement les poissons en profondeur. C'est un écosystème connecté. Les déjections des oiseaux, les particules qu'ils laissent échapper en mangeant,
Tout cela coule doucement vers le fond et crée une véritable zone d'amorce naturelle. Au lieu de vous lamenter sur le vent qui vous glace les os, utilisez-le comme une boussole géante. Suivez les oiseaux, suivez la direction du courant de surface et vous trouverez les poissons. C'est une règle absolue de la nature sauvage qui ne ment jamais. On me pose souvent la question « Oui, mais le vent change de direction pendant la journée, que faut-il faire ?» C'est la beauté et la difficulté de la pêche. Il ne faut surtout pas rester cloué sur votre chaise de pêcheur. Si le vent tourne de 180 degrés à midi, devinez quoi? La nourriture va commencer à migrer, l'eau chaude va se déplacer et les poissons vont suivre. Vous devez être mobile. C'est pour cela qu'en début de saison, il faut voyager léger. N'amenez pas la moitié de votre garage au bord de l'eau. Prenez l'essentiel. Si les vagues s'arrêtent de frapper votre berge pour aller frapper la berge opposée, vous devez prendre vos affaires et faire le tour de l'étang. C'est fatigant, je vous l'accorde. Mais la récompense est au bout. Les pêcheurs qui réussissent le mieux en mars sont ceux qui s'adaptent aux éléments en temps réel. Ils ne subissent pas la météo, ils jouent avec elle. Soyez prêts à lever le camp pour rester en permanence du côté où l'action se déroule. Abordons le sujet de la turbidité de l'eau. C'est un mot un peu savant pour dire simplement que l'eau devient trouble. Le vent de mars, en secouant les bordures, soulève les sédiments. L'eau claire de l'hiver devient laiteuse ou marron sur quelques mètres. Beaucoup de pêcheurs détestent ça. Ils pensent que le poisson ne verra pas leur appât. C'est une erreur magistrale. Une eau légèrement troublée par le vent est une bénédiction. Le poisson, particulièrement les gros spécimens, déteste la lumière vive et l'eau cristalline qui le rendent vulnérable. L'eau trouble leur donne confiance. Ils sortent de leur cachette en pleine journée. Un gros sandre ou une belle carpe sauvage n'hésitera pas à venir fouiller dans 1 mètre d'eau boueuse si la zone est balayée par le vent, alors qu'il ne se serait jamais aventuré là-dedans par une belle journée calme d'eau transparente. Mettez un appât avec une forte odeur, utilisez des leurres avec des vibrations fortes et profitez de cette eau teintée pour surprendre des poissons qui se croient à l'abri des regards. Pour les amateurs de pêche aux coups fines, je sais que cette vidéo bouscule vos certitudes. Comment pêcher fin quand on prend des rafales à 60 km/h? Il faut revoir l'antenne de votre flotteur. Ne pêchez pas avec une fine antenne en carbone ou en fibre de verre qui va couler à la moindre vaguelette ou que vous ne verrez plus dans l'écume. Changez de flotteur. Prenez une grosse antenne en plastique creux de couleur bien voyante, rouge ou jaune fluo selon la lumière. Elle va porter le poids de l'appât qui tressaute sur le fond et elle restera visible même dans une mer démontée. Plombez votre ligne plus bas, presque au ras de l'émerillon. Il faut ancrer tout ça. Oui, vous perdez un peu en sensibilité. Mais honnêtement, un poisson stimulé par l'oxygénation et le bouillonnement de l'eau ne fera pas dans la dentelle. Les touches partant de vent sont souvent des touches très franches, brutales. Le bouchon coule net. Le poisson est en mode compétition alimentaire. Il n'a pas le temps de goûter du bout des lèvres, il avale. Il est temps de parler de l'habillement. C'est bête, mais c'est la raison principale pour laquelle vous fuyez le vent. Vous n'êtes tout simplement pas bien équipé. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur votre pêche si vous grelottez et que vos mains sont engourdies. Avant de penser à votre ligne, pensez à vous. Investissez dans des sous-vêtements thermiques, une bonne veste coupe-vent et surtout un tour de cou pour éviter que l'air glacial ne rentre. Si votre corps est bien isolé, affronter les bourrasques de face sur la berge nord deviendra un jeu d'enfant. C'est la barrière psychologique qui tombe. Quand on n'a plus peur d'avoir froid, on commence à pêcher intelligemment. On choisit son poste pour les bonnes raisons, l'activité du poisson et non plus le besoin désespéré de trouver un rempart contre le froid. La préparation matérielle de votre équipement personnel
est aussi importante que le choix de votre amorce ou de votre hameçon. Faisons un résumé de l'état d'esprit qu'il faut adopter. Le mois de mars est une période de transition. La nature est brutale, imprévisible. Les jours de grand beau temps calme sont souvent les pires jours pour pêcher. L'agitation extérieure est le moteur de la vie aquatique. La prochaine fois que vous arrivez sur votre lieu de pêche, forcez-vous à marcher de l'autre côté. Allez là où les vagues s'écrasent, là où l'eau est sale, là où le bruit du vent couvre tout. Asseyez-vous, montez une ligne solide, jetez votre amorce ou votre leurre en plein cœur de la tourmente. Soyez patient, laissez l'eau travailler, laissez le brassage libérer la nourriture. Vous allez vite vous rendre compte que les touches s'enchaînent, alors que le reste du lac semble totalement mort. C'est une sensation incroyable de se dire que l'on a compris le système, que l'on joue avec la nature au lieu d'essayer de s'en protéger. Pour finir cette série de conseils sur la stratégie, n'oubliez jamais que l'expérience prime sur la théorie. Tout ce que je viens de vous expliquer, il va falloir le tester sur votre propre plan d'eau. Chaque étang, chaque rivière a sa propre topographie. Parfois, un vent trop violent peut créer un courant si fort qu'il balaye tout sur son passage. Dans ce cas extrême, la pêche juste à la lisière de la zone agitée, là où le courant commence à ralentir, peut être la solution miracle. C'est la zone de décantation. Les débris et la nourriture portés par les vagues finissent par se déposer en douceur, juste au bord du tourbillon. L'essentiel, c'est de comprendre que le vent n'est pas une nuisance à fuir, mais une dynamique à exploiter. Il sculpte le fond, il déplace les masses d'eau, il dicte le comportement de toutes les créatures aquatiques. En devenant un pêcheur qui affronte le vent, vous passez dans la catégorie supérieure. Vous devenez celui qui prend du poisson quand tous les autres sont rentrés chez eux les mains vides. Voilà, la vérité est rétablie. Le plus grand secret pour réussir vos pêches de début de saison, c'est de sortir de votre zone de confort. Oubliez la petite baie tranquille. Oubliez l'eau lisse et le silence absolu. Le vent de Mars est votre meilleur allié. Il oxygène l'eau, réveille les poissons engourdis par l'hiver, déplace la nourriture vers vous et brouille la surface pour vous rendre invisible. C'est un retournement de situation total par rapport à tout ce qu'on nous a toujours appris. En acceptant d'affronter les éléments de face, vous vous placez au cœur de l'activité alimentaire. Oui, ce sera plus dur de lancer. Oui, il fera plus froid. Mais je vous garantis que la courbe de votre canne pliée sous le poids d'un gros poisson vous fera vite oublier la bise glaciale. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce nouveau point de vue vous a convaincu de changer vos habitudes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines stratégies. Laissez un beau pouce bleu pour soutenir le travail, ça aide énormément. Et avant de partir, répondez à cette question dans l'espace commentaire. Quelle est la plus grosse prise que vous ayez faite en plein milieu d'une tempête? Racontez-nous vos anecdotes, je lirai tout. À très vite au bord de l'eau.